m'appelle Alexandre. Qu'est-ce que je peux dire de moi? Ça fait 25 ans que j'entreprends. Et sans dérouler mon parcours, il y a une question qui m'obsède depuis 25 ans d'entrepreneuriat, qui m'a obsédé très très tôt. C'est quand j'ai fait le constat que… Alors moi, j'étais dans le logiciel à la base, dans le développement logiciel. Et j'ai fait le constat que j'avais des développeurs qui étaient hyper motivés. Je les recrutais dans la fac où j'enseignais, très stimulés, très impliqués. J'avais des clients qui étaient aussi très demandeurs d'avoir des outils qui fonctionnaient et très impliqués également. Et tous ces gens très érudits, des bacs plus, beaucoup d'expérience, tous ces gens ensemble accouchaient d'une souris dans la douleur. Et ça me perturbait. Comment des gens aussi érudits, aussi impliqués peuvent faire si peu? Et j'en suis venu à la conclusion, et j'en reste convaincu aujourd'hui, que si ça ne vient pas des gens, et ça j'en suis convaincu, c'est que ça vient de la manière dont ils interagissent ensemble. Et donc la question que je me suis posée depuis maintenant 25 ans, c'est comment changer les modes d'interaction entre les gens pour qu'ils puissent produire mieux, dans de meilleures conditions, de manière plus harmonieuse. Alors, j'ai une définition un peu particulière, on y verra peut-être ça à la fin. Mais c'est ça la question qui m'obsède depuis 25 ans, depuis 15 ans de manière très consciente, parce que pendant 10 ans, c'était une question que je me posais comme ça, mais je la subissais. Je l'ai vraiment pris à bras-le-corps il y a 15 ans. Et il y a 6 ans, j'ai commencé à la mettre en œuvre au-delà de mes propres expériences. Voilà, peut-être en résumé. Et peut-être aussi une croyance profonde que j'ai et qui fait que je fais ce métier-là, parce qu'au début, j'ai fermé certaines de mes entreprises pour pouvoir me consacrer à ce que je fais aujourd'hui avec Emerge. C'est le fait que je retrouve ces mêmes comportements dans la société civile, c'est-à-dire qu'on a des gens très, très intelligents, on a une masse de savoir gigantesque, on a nos problèmes de réchauffement climatique, enfin plutôt de dérèglement climatique et autres, et pourtant, tous, autant aussi intelligents qu'on est, on accouche d'une souris dans la douleur. Donc, je retrouve les mêmes phénomènes. Et donc, voilà, j'espère pouvoir contribuer, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai découvert, modestement, à pouvoir faire bouger plus largement. Vous verrez. Je vais vous en parler juste après. Oui. Un petit préambule, juste là, j'ai très peu de temps, donc ça fait 15 ans que je réfléchis à ça et puis que je m'inspire aussi de d'autres penseurs par rapport à ça. Donc, en 30 minutes, ça va être très, très compact. Par rapport à ça, je ne vais pas pouvoir nuancer autant que je voudrais nuancer ce que je voudrais nuancer. Donc, je vous fais vraiment confiance pour revenir vers moi à la fin et me questionner sur des sujets que vous voulez accreuser, voire qui peuvent vous heurter dans leur approximation. N'hésitez pas à la fin à revenir et notez bien vos questions, je serai ravi. Parce que ce que je vous raconte, je le connais déjà, enfin, en tout cas, je le pratique déjà, donc je suis là surtout pour vous et puis pour échanger à la fin. Est-ce qu'on attend la fin pour poser des questions ou est-ce qu'éventuellement on en pose au milieu? C'est toi qui se dis. Hein. Tu préfères dérouler, je vois qu'on n'est pas très nombreux, donc ça peut valoir le coup qu'on soit en mode interaction tout le long. Et tu nous tempères, hein, en ce cas-là, si tu as besoin de continuer. Ok, on fait ça. Si ça vous va, intervenez et je vous interpellerai même. Voilà, comme ça, c'est plus interactif. Je vais tourner la tête des fois par là parce que j'ai 2 écrans. Et voilà, c'est juste que vous ne pensiez pas que je me désintéresse. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes pour commencer, comme ça on va vite. C'est le concept d'incertitude et de complication et de complexité. Je voudrais définir ces 2 termes-là dans une première approximation pour qu'on puisse, parce que c'est là-dessus que va reposer tout le reste. Et je ne vais rien vous apprendre, puisque ça, vous le savez déjà. Globalement, pour faire très, très simple, on est passé d'un monde compliqué à un mode complexe. Alors, quelle différence je fais entre les 2 mots, entre les 2 concepts? Compliqué, vous avez un problème compliqué, vous le subdivisez en éléments simples, vous résolvez les éléments simples, ça résout le problème compliqué. Donc, l'enjeu est dans la capacité à décomposer de manière cohérente et puis d'avoir les bonnes expertises sur la décomposition. Donc, ça, c'est le compliqué. Et ça, on sait très, très bien faire dans l'humanité. La complexité, vous avez un problème qui est complexe, vous le subdivisez en éléments simples et là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce qu'il y a de la présence d'incertitude. Donc, en première approximation, la différence que je vais faire entre compliqué et complexe, c'est que dans la complexité, il y a de l'incertitude. Alors, pourquoi il y a de l'incertitude? Pour plein de raisons, parce que il y a énormément d'interactions, parce qu'il y a des effets rétroactifs, parce qu'il y a juste des choses qu'on ne sait pas, on n'a pas la connaissance. Et donc, tous ces éléments-là font que on a de l'incertitude. Et donc, on ne sait pas. Donc, voilà. En premier niveau d'approximation, je vais considérer que ce qui est complexe, c'est quand il y a de la présence d'incertitude.
J'aime bien le terme de monde chaotique parce qu'en fait, on est vraiment dans un monde où il y a des interactions dans tous les sens. Et donc, régler ça, effectivement, ça fait un monde très complexe. Alors, on pourrait faire la différence d'ailleurs, je me suis amusé à le faire, entre simple, compliqué, complexe et chaotique. Donc, en fait, il y a une toute petite nuance qui a du sens entre complexité, entre un monde complexe, on va dire, et un monde chaotique. C'est que dans un monde complexe, on a encore la notion de sens, ça a du sens. On ne comprend rien, mais ça a du sens, si je fais très caricatural. Encore une fois, je le précise, je vais être assez caricatural parce que le temps est très compressé, hein, mais je vous fais confiance de me faire confiance que je ne suis pas toujours comme ça dans ma nature. J'aime plutôt nuancer. Mais là, par contre, on est parti pour 1h30 et vous n'allez plus me supporter non plus. Donc, je choisis la version 1. Donc, dans la complexité, globalement, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne comprend pas tout. C'est-à-dire qu'on a une inconnue sur le quoi et le comment, globalement. Donc, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais ça a du sens. On sait globalement quelle direction prendre. Dans un mode chaotique, c'est la même chose, qu'en plus, on ne comprend rien. Ça n'a pas de sens. Les choses bougent autour de nous et sans savoir pourquoi. Donc, c'est la nuance que je fais entre les deux. Bon, je ne sais pas si c'est très utile pour le reste, mais je vous livre ça comme début de réflexion. Alors, ça a des conséquences, cette histoire de complexité, d'incertitude, parce que le fait de ne pas savoir, ça génère globalement 2 grands types de comportements. La peur, pour l'essentiel, mais également une source d'opportunité. Parce que si je sais quelque chose avant que vous le sachiez et que vous ne le savez pas encore au moment où je le sais, ben, j'en sais plus que vous et j'ai donc un avantage concurrentiel certain. Ça, c'est pour le monde de l'entreprise. Donc, le fait de ne pas savoir, en réalité, peut être une source d'opportunité, mais on ne le voit pas comme ça. Parce que quand on vient du monde compliqué, on n'aime pas ne pas savoir. On est organisé pour décomposer. Et pour pouvoir décomposer le problème compliqué, il faut qu'on sache. Donc, on n'est pas du tout organisé pour affronter l'incertitude sous forme d'opportunité. Encore une fois, c'est simplificateur. Hein. Bon, ces bases-là étant posées, arrivons dans le vif du sujet, celui qui nous intéresse. Alors, je suis désolé, je te coupe, voilà, mais tu le diras peut-être après ou c'est peut-être pas opportun. Mais quelque part, c'est pour ça que nous, on dit souvent, il faut faire en marchant, c'est en allant. C'est-à-dire que comme le monde est incertain, il y a des incertitudes, il y a des tas de choses qui se passent, on profite des opportunités en les découvrant au moment où elles arrivent et on rebondit. Mais tu as peut-être une vision différente et ça m'intéresse parfaitement d'entendre les écarts éventuels. Bah, on va pouvoir en parler, j'espère, surtout pendant et à la fin. N'hésitez pas s'il y a des questions qui se posent. Bon, là, j'ai conscience que je simplifie la question. Sinon, Edgar Morin, vous lisez pavé, il traite le sujet de la complexité, mais là, pour les besoins très pragmatiques de l'adaptation, enfin de l'adaptation de ce que je vais vous proposer là, il n'y a pas besoin. Donc, j'avais envie de vous poser cette question-là. Et donc là, ouvrez vos micros et faites-moi des propositions. Quel verbe, à votre avis, nos clients utilisent le plus pour décrire l'agilité? Comme c'est un terme que tu as utilisé en introduction de cet atelier-là, je me dis, bah, tiens, c'est pas mal peut-être de poser cette base-là. À votre avis, quel verbe les clients utilisent le plus? Il n'y a pas de mauvaise réponse, on est entre nous. Adapter. D'autres propositions ou les mêmes? Juste de l'entendre. Oui, j'allais dire soit s'adapter, soit rebondir, soit profiter des opportunités, je ne sais pas. Ouais, ok. Des propositions? Pivoter. Aller plus vite. Aller plus vite. Bah, risquer. Risquer ou prendre des risques? Ouais. Ouais, c'est un peu. En fait, effectivement, le terme, en tout cas, le verbe qui revient le plus souvent, c'est s'adapter. Alors, il y a pivoter, on peut entendre aussi s'adapter. Prendre des risques, on va voir que c'est effectivement essentiel pour s'adapter. Effectivement, il y a un parallèle, parce que quand on parle d'agilité, c'est un buzzword aujourd'hui qui est assez utilisé, mais on ne sait plus trop ce qu'il recouvre. Alors, si on prend dans le domaine de l'informatique, c'est assez bien défini. Si on essaye d'aller au-delà, et aujourd'hui, cette question-là, elle va bien au-delà de l'informatique, ça devient vite un buzzword qui peut signifier, du coup, travailler plus pour moins cher tout en restant content. Voilà, ça, c'est le rêve de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'avec l'agilité, on va avoir tout ça en une fois. En fait, non. C'est vrai que et puis on ne peut pas agiliser. Agilité, le verbe qui va avec, c'est pas agiliser. Ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, c'est s'adapter. Mais une fois qu'on a un buzzword, si on le remplace par un autre buzzword, on n'en sait pas plus. Donc, moi, j'ai envie de vous parler d'adaptation et de vous dire, d'explorer avec vous c'est quoi déjà l'adaptation et comment ça marche. Et surtout, ce que j'ai envie de vous proposer à la fin, donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Dommage Thierry, je sais que tu pars avant, mais c'est vraiment dommage. Je vous donnerai quelques outils un peu concrets à pratiquer à différents niveaux.
Et puis pour aller plus loin, même des éléments pour aller plus loin pour ceux qui ont envie. C'est bon? On rentre dans le sujet? Oui. Alors, je vais vous décevoir. L'adaptation, c'est un truc hyper simple. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est né de mon expérience, évidemment, de toutes mes lectures et toutes mes rencontres, mais vous allez voir, c'est très pragmatique. Du coup, des fois, ça fait un peu, ok, c'est clair. En fait, s'adapter, c'est deux choses qui est relativement simple. C'est changer de sa manière de voir le monde et changer sa manière d'y interagir. En fait, si je vois le monde comme avant et qu'il a changé, je suis inadapté. On est d'accord, je risque voilà, je le vois pas comme il est. Par ailleurs, si j'interagis toujours de la même façon alors que le monde est différent, de la même façon, j'y interagis de manière inadaptée. Donc en fait, l'adaptation, c'est assez basique, c'est changer sa manière de voir et changer sa manière de faire. On avait eu un domaine d'entreprise sur les modèles mentaux. Avec stratégie modèle mentale. Des manières de voir le monde. Derrière ce que j'appelle représentation, c'est exactement ce que vous avez pu entendre autour des modèles mentaux. Donc pour ceux qui ont vu la conférence ou qui ont lu le livre que je vous recommande, c'est un très bon ouvrage. Alors, ce qu'on sait moins par rapport à l'adaptation, ce qu'on sait assez bien, je veux dire, c'est que quand on change notre manière de voir le monde, on change assez naturellement sa manière d'y interagir. Je vais vous donner un exemple peut-être de ma propre expérience, j'en ai des plein, mais je prends celui-là parce qu'il est dans la thématique de ce soir. J'aimerais bien avoir votre point de vue, donc si vous pouvez réouvrir au micro, sur quel est l'inverse pour vous de autonomie, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. La dépendance. La dépendance. Ouais, en fait, non, parce que l'inverse de dépendance, c'est indépendance. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'objection. Soumission. Soumission, c'est intéressant. Subir. Mais oui, c'est la même chose. Allez, je vous le donne, parce que vous y étiez presque. Ouais, vas-y, Magali, tente ta chance. Non, vas-y. On est dans nos évidences, là, c'est pour ça. En fait, l'inverse d'autonomie, c'est subordination. Ouais. Autonomie, c'est je décide, je fais. Subordination, c'est je décide, tu fais. Et vous voyez, on a tendance à pas bien le voir, ça. Donc, en réalité, quand un manager demande à son équipe d'être autonome, en fait, ça ne peut pas marcher parce que dans le code du travail, la subordination est obligatoire. Donc, un manager qui demande à ses équipes d'être autonomes, il est hors la loi. C'est interdit par la loi. Assez étrangement que cela apparaisse. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que moi, j'ai pris cette conscience-là que l'inverse d'autonomie, c'était subordination. Je me suis dit, quand je gère mes équipes, en fait, parce qu'en fait, je tentais de les rendre autonomes. Vous voyez, il y avait quelque chose où je faisais quelque chose pour eux, alors je créais des machins, je faisais des bidules pour qu'eux deviennent autonomes, petits enfants qu'ils étaient. Je caricature toujours. Quand j'ai compris qu'en fait, l'inverse d'autonomie, c'était subordination, j'ai complètement changé ma manière d'interagir avec eux. J'ai arrêté de donner des ordres. Donc, on va voir ce que ça recouvre. En même temps, subordination, on peut avoir une subordination sur certains thèmes et une autonomie sur d'autres. C'est-à-dire que le manager, on n'est peut-être pas obligé d'être jusqu'au boutiste dans un sens ou dans l'autre. Mais je le pose là, pas du tout pour demander une réponse directe. Ok, mais je te donne juste mon point de vue là-dessus, donc on pourra en débattre du coup si tu veux. Je ne pense pas que ça soit utile. Ce n'est pas très utile. Je pense même que c'est très inutile. Je pourrais rentrer dans le sujet, mais en fait, on n'a pas besoin de la subordination en tant que telle. Mais ça demande de venir parler de la question des autorités. Enfin bon, ça demande de creuser le sujet. En tout cas, c'était mon parti pris. Quand j'ai découvert ça, donc quand j'ai changé mes représentations mentales sur mon rapport à l'autonomie, que ce n'est pas quelque chose que je devais pousser chez les gens, mais que c'était des comportements chez moi en tant que manager que je devais changer, c'est-à-dire arrêter de donner des ordres. Alors, ça veut dire pas qu'on le remplace. Parce que arrêter quelque chose, c'est jamais très efficace pour changer d'habitude. Vaut mieux remplacer ça par quelque chose d'autre. Donc, je évoquerai peut-être le sujet à la fin. Jacques, tu as levé la main si tu as… Oui, on parlait d'autonomie. Moi, j'aime bien, avant d'aller jusqu'à l'autonomie, parler d'émancipation. Les deux vont forcément… Ouais, je suis d'accord que les deux sont en lien. Enfin, selon moi. L'autonomie va un cran plus loin que l'émancipation, tu vois. Parce que autonomie, c'est que, enfin, en analyse transactionnelle, c'est que quand tu es autonome, tu gères toi-même tes interdépendances. Oui. D'accord. L'émancipation, c'est juste un petit cran avant, quoi. Voilà. Ouais, avec cette fenêtre-là, avec cette carte mentale-là, avec ce modèle mental-là, ça éclairage-là, Tu nous accélères s'il le faut. Ouais, j'accélère un petit peu. Parce qu'on pose des questions, mais voilà, c'est toi qui sais le temps qu'il te faut.
là, ce que je voulais illustrer, c'est le fait que là, pour vous donner un exemple assez personnel, quand j'ai changé ma représentation mentale de la question de l'autonomie, et j'ai pu penser que c'était une question de dépendance ou d'indépendance, mais qu'une question de subordination, j'ai commencé à revoir complètement ma manière d'interagir avec les autres. Et donc, j'ai même développé des techniques autour de ça. Donc, on voit qu'on peut passer, en changeant sa manière de se représenter le monde, on peut changer sa manière d'y interagir et donc s'adapter. Ce qu'on sait nettement moins, c'est qu'en changeant sa manière d'interagir, on se crée l'opportunité de changer sa manière de voir. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que j'aimerais aller au bout, mais si ça vous tente, je vous raconterai des histoires autour de ça qui me sont arrivées. J'ai travaillé en Afrique, où on parle dans des pays francophones, donc on parlait la même langue, j'avais l'impression de comprendre. Attends. On t'entend, Jean-François. C'est bon. Impeccable. François, ça y est, on t'entend. J'espère que tu nous entends. Je t'entends, mais heureusement que j'ai un voisin très compétent, comme quoi les voisins, ça sert à quelque chose de temps en temps. Cool. Ok, j'arrive. Hein. Allez, Alexandre, reprends. Donc, je disais, je vous raconterai une histoire peut-être à la fin si le sujet vous interpelle. Ce qu'on sait assez moins, c'est qu'en changeant sa manière d'interagir dans le monde, on peut se créer l'opportunité de changer sa manière de le voir. Et j'ai eu l'opportunité de travailler en Afrique, où on a l'impression de se comprendre parce qu'on parle la même langue, enfin sur des pays francophones. Et par contre, leurs manières d'interagir sont très, très, très différentes. Et ça m'a vraiment ouvert des modes de pensée auxquels je n'aurais pas eu accès sans ça. Par contre, il m'a fallu jouer le jeu pendant quelques semaines, ce qui a été un peu compliqué, mais je vous raconterai ça plus tard. Juste, je le pose là, qu'on peut changer sa manière de voir le monde en changeant sa manière d'y interagir. Pour vous donner un exemple peut-être plus simple, pour illustrer ce cas-là aussi, c'est vous arrivez au Japon, c'est la première fois que vous y allez, vous n'avez jamais rencontré de Japonais de votre vie, vous arrivez, vous lui tendez la main, donc c'est un mode d'interaction pour le saluer, et vous regardez haut en bas en vous méprisant, en disant « mais pourquoi il veut me toucher ?» parce que lui, sa manière d'interagir est différente. On voit bien que, bon, premier réflexe, je prends ma carte mentale, mes représentations, cet homme est complètement impoli, pour ne pas dire autre chose. Et puis maintenant, si je joue le jeu d'essayer de saluer de la même manière dans ce pays que je ne connais pas, et de voir en fait qu'on peut être témoigné finalement sa reconnaissance à l'autre à travers d'autres gestes, plus pudiques peut-être différents, peu importe les mots qu'on met dessus. Mais en changeant ma manière d'interagir, je peux changer ma façon de me représenter, par exemple, la relation aux autres, dans ce cas un peu simpliste. OK. S'adapter, c'est changer sa manière de voir qui va changer sa manière de faire, ou changer sa manière de faire qui va changer sa manière de voir. Bon, posons ça. En fait, changer pour changer, ça s'appelle s'agiter. Ça n'a rien à voir avec l'agilité. Il faut quelque chose un petit peu au milieu que je vais appeler la raison d'être. C'est-à-dire qu'il faut un cap. Dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va. Donc, à un moment, il faut avoir après, on peut appeler ça comme on veut, ça va dépendre des organisations et à quel niveau on travaille. Il faut avoir une raison d'être, des valeurs, une ambition, une mission, peu importe comment on appelle ça. Mais il y a quelque chose qui nous permet de garder le cap pour pouvoir prendre des décisions. Donc, pour qu'on puisse parler d'adaptation, il faut non pas changer pour changer, mais changer pour quelque chose. En fait, on s'adapte à quelque chose ou pour quelque chose. On ne s'adapte pas juste tout court. Donc, pour qu'il y ait adaptation, il faut qu'il y ait aussi, je vais appeler ça raison d'être. Ça, c'est le premier niveau. On va passer à un deuxième niveau. C'est que concrètement, comment on fait? Ça, le concrètement est quelque chose d'important pour moi. Alors ça, c'est simple, en pratique. D'abord, on agit. Comme on agit dans ce monde, finalement, dans lequel il y a une incertitude, on va avoir du feedback, puisqu'on a fait quelque chose. Avec ce feedback, on va pouvoir observer ces éléments-là. De ces observations, on va pouvoir avoir des écarts entre ce qu'on observe et nos représentations mentales. À partir de là, on va leur donner du sens. On va s'orienter dans cette carte mentale qui recouvre la manière dont on voit le monde. À partir de là, on va pouvoir faire des hypothèses sur ce qui se joue, prendre des décisions de ce qu'on va expérimenter. Et en expérimentant, on va agir. En agissant, on a du feedback. Ces feedbacks sont observables. Ça va nous permettre de voir les écarts qu'il y a dans le monde, formuler des nouvelles hypothèses, décider et recommencer. Et plus vous faites fréquemment cette boucle-là, plus vous créez les opportunités de changer vos représentations ou changer vos manières de faire. Parce que vous allez repérer des écarts et que vous allez obtenir du feedback. Donc, s'adapter, quelque part, c'est faire ce tour de boucle. C'est une belle route de Deming, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le PDCA et Deming. Il y a une nuance entre les deux, c'est une remarque qu'on me fait assez souvent.
Et la grosse différence entre Deming et Boyd, parce que la OODA que vous voyez, observer, orienter, décider, agir, ça, c'est les travaux de John Richard Boyd sur lesquels je m'appuie. Tout le reste, c'est des choses que j'ai pu ajouter. C'est que dans la route Deming, il n'y a pas de pivot. On a même la cale de capitalisation. On est toujours dans de l'amélioration continue, quelque part. Dans OODA de Boyd, on peut faire des pivots à 360 degrés. On peut casser la cale d'ailleurs, la cale de capitalisation en tant que telle. On en a plusieurs, sur plusieurs directions, on peut la casser, la refaire, enfin. Donc, il y a une petite nuance importante, c'est la notion de pivot. On ne fait pas plus de la même chose ou mieux de la même chose. Qui a sa fonction. Hein. Quelque part, PDCA et OODA du monde compliqué. C'est même le meilleur de ce qui peut se faire, à mon avis, dans le monde compliqué. Dans le monde complexe, faire plus de la même chose, c'est-à-dire améliorer nos interactions ou améliorer nos modèles mentaux, n'est pas suffisant. Il faut être capable de les transformer profondément. Donc, c'est la petite nuance que je vais faire entre les deux. D'autres questions, du coup, puisqu'on a un premier niveau que je vais appeler l'adaptation individuelle, parce que ce que je viens de vous raconter là, ça se fait tout seul. C'est moi qui observe avec mes yeux, c'est moi qui donne du sens avec ma tête, c'est moi qui décide. Voilà, là, je vais casser un mythe. Ça aussi, si vous voulez en discuter à la fin, avec plaisir, la décision collective n'existe pas. Il n'existe que des collectifs de décision. Donc, décider, c'est quelque chose de tout seul. Donc là, alors là, sans nuance, évidemment, on pourra en parler après. Et c'est quelque chose qui choque assez souvent, surtout dans les équipes que j'accompagne qui peuvent être dans l'intelligence collective. Moi, je me mets en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, décider, c'est quelque chose d'individuel. Et agir, on peut agir ensemble, mais on agit chacun de notre côté. C'est moi qui ai le clavier, c'est toi qui as le clavier, c'est mes doigts. Donc, en fait, cette boucle-là dont je vous parle, c'est une boucle d'adaptation individuelle. Après, il faut savoir qui décide. C'est peut-être là que se positionnent les différences. Soit c'est là, comme on est en adaptation soit c'est des gens auto voilà. On va en parler après. Il y a des questions à ce stade ou pas? Déjà, faire ça, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de compétences qu'on verra à la fin. Et en même temps, dans tout ce que tu dis, moi j'aime beaucoup le management visuel et où tu vois l'écart, tu fixes un objectif, tu le rends visible et tu vois l'écart et du coup, tu peux décider d'actions pour améliorer, etc. Moi, je trouve qu'il y a un cumul de pas mal de choses autres et formalisées d'une manière autre avec effectivement cette notion de pivot qui existe moins dans d'autres domaines, qui existe un peu, mais OK. Et cette notion d'écart, elle est importante. C'est vachement importante. Et ce qui tue, je pense, les organisations actuelles qui viennent plutôt du monde compliqué, c'est que les gens ne mettent pas les écarts sur la table. Or, s'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'adaptation. Si jamais tout va bien, oui, on va faire plus de la même chose. Il n'y a pas besoin de changer pour changer. Donc, pour qu'il y ait adaptation, il faut mettre les écarts sous la table. Et là, je peux vous assurer que c'est une partie du sujet qui n'est pas simple. Il y a quelque chose qui est assez à la mode et que je vous recommande, enfin à la mode. C'est pas le bon terme, mais qui a pris de l'ampleur, en tout cas, ces derniers mois, années. C'est le concept de sécurité psychologique, qui est un des éléments clés, qui permet de faire que je vais me mettre en risque pour mettre sur la table. Parce que c'est pas facile de mettre un écart sur la table. Quand je mets un écart sur la table, en fait, je mets mon identité sur la table. Parce que, qu'est-ce que c'est un écart? C'est un écart entre ce que j'observe et la manière dont je vois le monde. Donc, mettre un écart sur la table, c'est mettre une partie de soi sur la table. Et donc, cela faire critiquer, se faire moquer autour de ça, enfin craindre qu'on puisse me reprocher des choses en fait par rapport à ce que je mets sur la table et ce que je dis, en fait c'est moi qui ai attaqué directement. De la même façon, émettre une hypothèse sur ce qu'on pourrait faire ensemble ou sur ce qui est en train de se jouer, c'est ce qu'il y a entre orienter et décider. Donc là aussi, je mets une partie de moi-même sur la table. Donc c'est pas simple. C'est pas simple et nos organisations sont faites justement pour pas qu'il y ait d'écart. Dans le monde compliqué, on veut surtout pas qu'il y ait d'écart. S'il vous plaît, arrêtez d'innover. S'il vous plaît. On a des process. Ces process fonctionnent depuis des dizaines d'années. On met des choses en entrée. On a les meilleurs process du monde. On a des trucs conformes en sortie. Je caricature toujours. Hein. Et ça, il ne faut pas que ça bouge. Donc, ce qu'on va chercher généralement dans le monde compliqué, c'est la conformité. On va pour l'argent qui se conforme. Dans le Lean, c'est quand même les procédures sont définies avec les gens et elles doivent surtout être modifiées quand on voit des écarts. C'est-à-dire ça donne une norme tant qu'on ne change pas la norme. Donc, je pense qu'il y a quand même de ça, même dans le monde compliqué. Alors, juste une remarque. Pardon.
Juste une remarque d'expérience. Même à 600, on passait une journée complète sur un problème, on décidait tous. Par contre, après, c'est le chef qui décide d'appliquer. Mais la décision était collective. C'est-à-dire, quand on a décidé de supprimer les primes, c'est tous. Moi, je ne faisais pas voter ceux qui étaient pour. Qui vote contre? Et à 600, personne n'était contre parce qu'on avait parlé toute la journée. Par contre, c'est le chef après qui applique. Le chef, ce n'est pas lui qui décide. Moi, j'appliquais la décision collective. Moi, je veux bien qu'on fasse le focus sur ce sujet-là, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, la décision. Moi, je considère que chacun a décidé. Chacun a décidé en son âme et conscience, et après, il y a ce qu'on applique. Oui, non, ça, c'est le rôle du chef, d'appliquer. Donc, il n'y a pas de décision collective. Chacun décide à son niveau, en fait, pour soi. Un consensus ou un consentement en fonction de… De ce que disait Jean-François, j'ai l'impression que c'était un consentement de ce qui a été fait. En tout cas, je veux bien creuser le sujet, mais je vais aller au bout de ma presse. En fait, j'aurais dû laisser la parole à la fin. Parce que, en fait, comme vous êtes passionné, c'est sûr que j'ai envie de creuser tous les sujets, mais en même temps, j'ai envie d'aller au bout, donc je suis un peu coincé. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Donc là, on a parlé d'adaptation individuelle, c'est la capacité à faire ce tour-là. Et plus vous ferez fréquemment ce tour-là, plus vous vous créez les opportunités de changer votre manière de voir ou changer votre manière de faire. Comment ça marche quand on est à plusieurs? Parce que ça, c'est le cycle quand on est tout seul. Il faut être en mesure de pouvoir partager les écarts qu'on voit. Donc, ce que je viens de dire, ce n'est pas facile dans un monde compliqué, en tout cas dans les organisations traditionnelles, conventionnelles. Pouvoir partager les écarts, c'est se créer les opportunités de pouvoir s'adapter. On a des histoires différentes, des sensibilités différentes, des expertises différentes. Et donc, dans un monde complexe dans lequel on ne sait pas, ça a une valeur énorme d'avoir différents points de vue. Deuxième étape, avoir la capacité collective d'explorer les hypothèses qu'on a sur la table, de prendre ce temps-là et de ne pas confondre le moment où on explore du moment où on décide. Souvent, on fait les deux en même temps. Vous voyez, il y a des gens qui veulent explorer des idées et d'autres qui veulent converger. Donc, diverger, converger en même temps, ça ne marche jamais très bien. Donc, il vaut mieux faire les deux étapes séparément. On explore les hypothèses et à un moment, on en choisit une. Et c'est celle sur laquelle on va se préparer pour la mettre en œuvre. On choisit une expérimentation, une hypothèse à mettre en œuvre qui peut être petite. Par exemple, Jean-François disait sur des primes, j'accompagne certains clients à changer leur manière de gérer leurs primes, qui est une forme de subordination au passage, indirecte, mais qu'en est une. Voilà, on va commencer par un petit noyau, une petite équipe, sur un petit montant, on va expérimenter. Troisième étape, apprendre. C'est-à-dire, comme on va avoir un feedback de l'expérimentation qu'on va faire, qu'est-ce qu'on en apprend de tout ça? Et qu'est-ce qu'on en apprend à deux niveaux? Au niveau de notre manière de fonctionner et au niveau du résultat de ce qu'on a fait. Et donc ça, il faut réussir à le faire collectivement. Et ce n'est pas toujours simple. Donc ça, c'est ce que je vais appeler l'adaptation collective. Et la dernière étape, c'est l'environnement, c'est-à-dire le contexte dans lequel je suis, qui peut être un contexte physique ou qui peut être un contexte dans les modes d'interaction ou dans les cartes mentales, c'est-à-dire la culture ou la structure dans laquelle je suis au niveau organisationnel. Cet environnement est plus ou moins favorable à cette dynamique, ce que j'appelle la dynamique émerge. Alors pourquoi j'appelle ça une dynamique? Alors ce n'est pas un modèle, parce que ça ne vous dit pas quoi faire. Ça ne vous dit pas, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Par contre, ça vous dit ce que vous devez vivre. Donc ça vous donne un cap, ça vous donne une boussole en disant, tiens, à quel point, d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, vous, dans votre équipe, à quel point on peut partager les écarts de mon équipe. Je peux mettre sur la table à peu près tout. Qu'est-ce que je ne peux pas mettre sur la table? Qu'est-ce qui est tabou? À quel point je suis entendu et je suis capable d'entendre les autres. Donc, à quel point je suis capable d'explorer les hypothèses en sécurité. Hein. À quel point on passe à l'action assez rapidement pour expérimenter à petits pas, t'en parlais en introduction, Emmanuel. À quel point on fait ça? Ou au contraire, on fait des plans sur la comète à 10 ans. À quel point on prend le temps, du recul, pour voir ce qu'on a appris et pas faire plus de la même chose qui ne marche pas. À quel point on fait ça? On pourrait s'évaluer, là, chacun d'entre vous, au sein de vos équipes, non pas s'évaluer pour se noter en tant que tel, mais s'évaluer pour voir où sont les marges de progrès. Et donc, à partir du moment où vous évaluez sur ces éléments-là, vous êtes en mesure de vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux améliorer? Quelle est mon hypothèse qui ferait que ça pourrait changer nos modes d'interaction ou changer nos représentations? Bon, je ne rentre pas trop dans ce détail-là, mais l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez le changer pour favoriser cette dynamique, c'est-à-dire pouvoir faire ce tour de boucle le plus fréquemment possible. Oui, mais c'est un peu ce que je voulais dire. L'environnement, pour moi, c'est un élément absolument clé à regarder en premier, parce que l'environnement, il va amener justement des modèles mentaux qui sont, selon le pays, selon le moment, pas le même. Il va amener un contexte pour l'entreprise qui va être complètement différent. Et si on crée une raison d'être sans avoir observé l'environnement,
Et si on veut avancer sans avoir observé ça, on peut se planter. Donc, pour moi, vraiment, l'observation de l'environnement est extrêmement important, aussi bien sous ses aspects psychologiques que sous ses aspects techniques. Et après, pour moi, on lance ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu nous l'as mis en dernier, effectivement, parce que c'est plus logique, une fois qu'on a compris le truc interne, mais j'ai presque l'impression qu'on démarre par ça. Alors, mon expérience, donc, je peux partager là, c'est que oui, c'est quelque chose de hyper utile et assez souvent, je commence par la partie raison d'être parce que si on veut s'adapter, c'est par rapport à quelque chose. Donc, c'est vraiment un élément essentiel parce que pour s'appuyer dans les accompagnements de transformation qu'on fait, que ce soit nous ou les clients hein, qui s'accompagnent eux-mêmes, c'est un repère qui est quand même hyper important. Hein. Quand on est dans l'incertitude, on peut s'accrocher à ça. Par contre, c'est pas systématique. Clairement, on peut commencer d'ailleurs de n'importe où dans la boucle. Là, j'ai commencé par agir pour des raisons pédagogiques, mais on peut commencer à peu près n'importe où du moment qu'on tourne. Et parfois, moi, pour certains clients, ça a été beaucoup plus efficace de passer très, très vite à l'action. On ne va pas dans le côté droite. Hein. Le côté droite, il est plutôt autour de la réflexion, le côté gauche, plutôt de l'action dans Emerge. Moi, je les ai très, très vite poussés à l'action pour éviter justement qu'ils résonnent, parce qu'ils résonnaient très, très bien. C'était des ingénieurs, je vous passe peut-être le détail de l'histoire, mais ils étaient très, très bien équipés mentalement. Et plus ils réfléchissaient, moins ils faisaient. Plus ils planifiaient, plus machin. Alors, j'ai arrêté. On passe à l'action. Je les ai poussés sur des itérations très, très courtes pour qu'ils essayent des trucs. Et là, ça a donné du feedback et ça a donné des choses assez, assez particulières. Je développe l'histoire plus tard si vous voulez. J'aimerais aller au bout. Et ce n'est pas contre vous, hein, je dis ça. C'est juste que j'aimerais qu'on ait tous un langage commun pour pouvoir échanger nos représentations. Si vous devez retenir que 6 choses, ce sont celles-ci, qui sont les principes Emerge. Je vous ai expliqué la dynamique globale, mais il y a 6 principes que je donne à mes clients qui est plus facile à retenir. La première, c'est d'encourager le partage des écarts. C'est un principe. Dans quelle mesure vous encouragez le fait que les écarts soient partagés? Ça ne dit toujours pas comment. Deuxième étape, raisonner par hypothèse. Souvent, on raisonne par oui, non, vrai, faux, j'ai raison, t'as tort. On est toujours dans ces dialectiques assez fortes, ce qui est juste en fait dans le monde de l'incertitude, du compliqué, parce qu'en fait, il y a une bonne réponse. Par contre, dans le monde complexe, on ne sait pas. Donc, raisonner par oui, non, vrai, faux, ça n'a pas de sens. Il faut raisonner par un peu plus de nuances, ce que je ne fais pas là actuellement, mais ça, je vous avais prévenu, de raisonner plus par nuance sur les sujets parce qu'on ne sait pas, en fait. Et on a tendance à énoncer des convictions très, très fortes en environnement incertain. C'est très bizarre comme comportement. Ensuite, ce que je préconise, c'est décider à partir de la raison d'être. Parce qu'en fait, c'est le meilleur cap qu'on ait pour décider quand on ne sait pas. Troisièmement, favoriser l'expérimentation. Tout ce qui va pousser à l'expérimentation est favorable à cette dynamique. Troisièmement, collecter activement le feedback. Là, il n'y a pas le mot activement, mais je l'ai rajouté dernièrement. Parce que quand je dis à mes clients, est-ce que vous collectez le feedback? Ah ben oui, moi, quand on me donne du feedback, je suis toujours preneur. Non, mais comment vous vous êtes organisé concrètement pour aller chercher le feedback volontairement? Ah non, ben là, je n'ai rien fait. Donc vraiment, il y a la question de comment je fais pour aller collecter le feedback et comment je m'organise pour. Et la dernière étape, c'est comment j'adapte mon environnement pour favoriser les 5 autres principes. Qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire, ma manière même de voir, pour favoriser ces 5 autres principes. Là, en un temps record, je vais tout synthétiser ce qu'on peut savoir sur Emerge. Évidemment, si on ouvre chacune des pétales, comme on a commencé à le faire sur décider tout à l'heure ou sur raison d'être tout à l'heure, on explore un univers qui est assez vaste et qui est passionnant. Et j'aimerais vous montrer 2 choses encore, pour vous partir avec des choses un peu concrètes. Je vais descendre vers la concrétude. Ça se dit, ça? Ça se comprend. Ok, merci. Alors, on va faire un petit focus sur la partie représentation, qui est important, parce que dans l'incertitude, il y a un certain nombre de concepts qu'il va falloir profondément revoir. Alors, je dis il faut, mais je vais le dire autrement. Il y a un certain nombre de concepts, je vais essayer de mettre un peu de nuance quand même. Il y a un certain nombre de concepts qu'il est très utile de revoir quand on est face à l'incertitude. Alors, je vous en montre quelques-uns. Là, je vous en montre ceux qui sont les plus, les plus évidents à appréhender. C'est-à-dire que le concept échec, dans le monde compliqué et dans le monde complexe, n'a pas le même sens. D'ailleurs, dans le monde compliqué, la différence qu'il y a entre échec, faute et erreur, ça n'a pas beaucoup d'incidence. C'est à peu près similaire. Dans le monde complexe, faire la nuance entre ces 3 concepts est juste essentiel. Ça n'a pas du tout la même portée. Comment on se fait confiance quand on ne sait pas? Aujourd'hui, la confiance, elle est basée essentiellement sur le fait que je dis quelque chose et je fais ce que j'ai dit.
C'est ça, la base aujourd'hui du rapport de confiance professionnel, c'est ça. D'ailleurs, la première question qu'on vous pose quand vous prenez une action, c'est quand est-ce que tu me livres? C'est pour quand? Donne-moi une date. Vous voyez, on veut des délais parce qu'on est capable de prévoir. Sauf que tout ça, dans l'incertitude, on ne sait pas. Et comme la confiance est basée sur le fait de s'engager sur des délais, bah, quelque part, l'incertitude détruit le concept de confiance. Donc, comment on peut revoir ce concept-là à la lumière de l'incertitude, dans un contexte incertain? Donc, le concept n'est pas le même dans un concept compliqué et complexe. Pareil, comment on décide dans l'incertitude. Enfin, je vous passe. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vos clients ou vous-même, vous allez être confrontés à l'incertitude de plus en plus, inévitablement, à un moment donné, vous aurez besoin de réviser un certain nombre de concepts auxquels vous êtes habitué dans un environnement compliqué, qui a une représentation complètement différente. Laissez-moi être un peu plus précis sur le concept de désaccord. Il y a une phrase que j'entends systématiquement à la fin des réunions que j'observe de mes clients, c'est « on est tous d'accord ». On a une grosse réunion, on a une grosse discussion, à la fin, on est tous d'accord. Ça, c'est une phrase que j'entends très souvent. Peut-être que vous l'entendez vous-même et peut-être que vous l'utilisez vous-même. Et ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas une maladie. Et d'ailleurs, c'est une bonne habitude. Quelque part, dans un monde compliqué, il existe une vérité qui est meilleure qu'une autre. Parce que dans un monde compliqué, on peut subdiviser en éléments simples et globalement, il y a peu d'incertitudes. Donc, avec les bons experts, les bonnes personnes, il est probable, fortement probable, pas dire quasi certain, que quelqu'un ait une meilleure vérité que quelqu'un d'autre. Et comme il y a une meilleure vérité, on rentre dans un processus qui a pour objectif de vouloir convaincre. On pose des arguments, des contre-arguments, puis comme on est tous des êtres intelligents, à un moment, on arrive à se convaincre les uns les autres. Et comme on se convainc, ça génère de la confiance, de la reconnaissance, de la légitimité, puis in fine de l'obéissance. Et tout ça, ça permet de faire fonctionner le monde compliqué. Plutôt bien, je vais assez vite. Hein. Mais derrière la question de l'accord ou du désaccord, donc ça, dans un monde compliqué, ça marche très bien et c'est très utile. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Dans un monde compliqué, chercher à tomber d'accord, il existe une vérité qui est meilleure que l'autre. Dans un monde complexe, donc avec de l'incertitude, là, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que on ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, on a 10, si on est 10 personnes autour de la table, on a 10 façons de voir le monde, on a 10 représentations, donc on a 10 hypothèses sur ce qui pourrait se passer. Et donc, en réalité, tomber d'accord sur un futur qui n'existe pas encore, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que je ne peux pas donner des arguments concrets d'une vérité qui existerait, comme dans le monde compliqué. Je ne peux faire que des hypothèses sur un avenir souhaitable, qui n'est que ma vision du monde qui m'est dans ma tête. Donc, essayer de tomber d'accord dans l'incertitude, c'est peine perdue. Généralement, les éléments sont assez fragiles. Le sujet, ce n'est pas tant le réel que la réalité qui est à l'intérieur de moi. Donc, on va parler de la réalité de chacun dans l'incertitude, alors que dans le compliqué, on parle du réel, parce qu'on a les éléments qu'on peut échanger. Donc, en réalité, essayer de se convaincre dans un environnement incertain, c'est vraiment, selon moi, alors là, j'enlève toutes les nuances parce que je vois le temps qui passe, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Moi, pour moi, c'est proche de la notion de feedback, c'est-à-dire comme tout le monde pense différemment, ça vaut le coup à un moment donné de ressentir où est-ce que se situent les différentes visions de chacun. Et après, on agira, mais ça enrichira chacun si on a ce feedback-là. Alors, ouais, là, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que tu parles de là. Feedback, c'est plutôt là. Oui, je ne vois pas la souris, mais je vois pardon, là. À gauche, oui, c'est ça. Oui, c'est ici. Là, tu as la ressentir le feedback et obtenir le feedback sur les désaccords ou sur les petites parcelles de je ne suis pas tout à fait d'accord, peut très bien enrichir. Ça devient des signaux faibles qui peuvent alimenter le futur. Mais je clôt là parce que je ne veux pas te bouffer tout ton temps. Non, mais c'est peut-être intéressant, ça peut être clair peut-être pour d'autres personnes. Le propos que je suis en train de tenir là, de manière très succincte, encore une fois, c'est le désaccord qui est ici. Parce qu'en fait, on essaye de tomber d'accord avant de prendre une décision pour se mettre en action. C'est ça le schéma classique dans les organisations conventionnelles. Donc, ça se passe ici. Et évidemment, il y a de l'enjeu ici, parce qu'on va décider. Donc, il y a beaucoup d'enjeux et on essaye de se convaincre fortement. Sauf qu'en réalité, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité? On est en train de parler de ses objectifs personnels, de ses propres peurs. Enfin, on parle de tout ça dans la réalité. Oui, Jacques, tu voulais intervenir? Dans les représentations mentales, par rapport à ce qui était fait la dernière fois, c'est la spirale dynamique. Il y a des modèles mentaux qui acceptent facilement le complexe et les ambiguïtés, qui est le niveau jaune, et les niveaux précédents sont de moins en moins à l'aise.
effectivement, quelqu'un qui est dans un mindset ordre et contrôle, il va être il va souvent nommer le chaos quelque chose de très complexe. Tu vois ? Alors, si vous prenez l'exemple de la spirale dynamique, plus vous descendez en fait dans la spirale dynamique, plus le cyclo-ODA est en ligne. Et plus vous montez dans la spirale dynamique, et plus c'est en rond. Je pourrais rentrer dans le détail, mais quand on est en bas, donc dans un monde qui est plutôt, on va dire, simple ou compliqué, si je prends ces termes-là, hein, je sais, la comparaison, elle a ses limites. Donc, en fait, oui, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Jacques. En fait, Oui, mais quand tu es dans la deuxième boucle en jaune, il n'y a pas de problème, tu es à l'aise avec le complexe. Oui. Alors que même la première boucle, même dans vert, le complexe, voilà, on en a peur, quoi. Je partage ce point de vue-là. On voit, quand on parle d'anxiété climatique, c'est exactement ça, quoi. Donc, on voit bien que la notion de désaccord, si je reviens, donc ce modèle mental de désaccord, ce concept désaccord, dans un monde compliqué qu'on connaît, on cherche à se convaincre avec des arguments rationnels, c'est-à-dire on parle beaucoup de objectiver. Parce qu'on peut le faire dans un monde compliqué, il y a peu d'incertitudes. Dans un monde complexe, on voit bien que le concept de désaccord n'a pas le même sens, en fait. Puisqu'en fait, on peut pas. La distinction est importante. Et donc, la distinction est importante parce que on sait que nos modèles mentaux vont générer mon comportement. Donc, si on veut pouvoir s'adapter, ça commence aussi par changer nos manières de regarder en fait le monde, parce qu'on est dans un contexte différent. C'est pas que les deux concepts n'existent pas, c'est juste qu'on a le même mot pour décrire deux réalités différentes parce qu'on est dans deux contextes différents. Tu voulais ajouter quelque chose, Magali ? Oui, je me disais, dans le monde complexe, est-ce qu'on n'a pas surtout intérêt à se mettre d'accord, puisqu'on ne connaît pas l'avenir et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'impact, d'influence parfois. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se mettre d'accord surtout sur comment on va réagir en termes de méthode, par exemple, face à un nouvel événement qu'on n'aura pas prévu. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, plutôt que de se mettre d'accord sur la cible, c'est peut-être plutôt sur comment on va travailler ensemble, comment on va prendre des décisions, comment on va rebondir, voilà. Alors, ça fait une transition parfaite. Je te remercie, Magali, sur la suite. C'est qu'effectivement, je crois que ça sert à… Enfin, alors là, encore une fois, c'est assez désagréable pour moi parce que c'est très compact, mais je vous fais vraiment confiance pour venir me chercher. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de s'accorder sur le réel, puisqu'en fait, il nous échappe. Ni même sur les causes de ce réel, parce que c'est encore plus complexe. En somme, je pense que ça ne sert à rien de chercher d'être d'accord. On a la croyance qu'on a besoin d'être d'accord pour pouvoir s'engager collectivement. Et ça, en fait, c'est faux. On n'a pas besoin d'être d'accord pour s'engager. Par contre, on a besoin de quoi ? Je pense qu'on a besoin… en fait, on a plus intérêt à chercher ce qu'on se sent de mettre en œuvre ensemble, qu'on est capable d'assumer ensemble, pour pouvoir aller explorer cette réalité qui nous échappe. Donc, en fait, on a plus intérêt à voir ce qu'on est prêt à assumer ensemble, plus qu'à essayer d'être d'accord sur ce qu'on va faire. On a plus intérêt d'être, quelque part, je dirais, d'accord sur ce qu'on va apprendre, quelque part. Qu'est-ce qu'on va assumer ensemble ? Jean-François, tu veux dire quelque chose, on dirait. Alors, vous oubliez un truc, c'est le succès immédiat. Je vais donner juste un exemple. On supprime les primes, parce qu'on trouve que c'était un os qu'on donne à un chien. On passe une journée complète à 600 à parler. Et on décide de prendre ce que chacun a eu depuis 2 ans, de le mettre dans le salaire. D'accord ? Et on décide de faire une prime unique basée sur le cash flow. Et on décide de prendre 10% du cash flow, qu'on se partagera à stricte égalité, qu'on soit ouvrier ou son directeur général. Les cadences montent de 30%. Le cash flow qui est entre 0 et 5% passe à 20-25%. Et les ouvriers ont 18 mois de salaire. Immédiatement. C'est tout. Il n'y a personne qui pose des états d'âme, rien. Quand tu as une décision qui est prise à l'unanimité, qui a un succès immédiat, et j'ai 4 exemples comme ça que je peux vous citer, où il y a un succès immédiat, d'accord ? C'est fini, c'est plus personne n'en parle. 18 mois de salaire, prendre l'ouvrier, c'est inespéré. Mais les cadres, ils avaient compris ça. Mais en fait, là c'est un super exemple. Parce que vous vous fixez des objectifs compliqués. Et pareil, pour les objectifs, on a dit, il n'y a plus d'objectifs individuels. Il n'y a qu'un objectif pour tout le monde. Chaque jour, plus c'est mieux. Pour moins cher, pour rester dans mon village. Pour rester dans mon village, voilà. Voilà, on a décidé tout ça en une journée. Et puis j'ai fait voter en disant, qui vote contre ? Personne n'a voté contre. Tout le monde était d'accord. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand tu as des bonnes décisions, tu as un succès immédiat. Et c'est le succès immédiat qui fait qu'il n'y a plus de discussion. J'ai pas dit le lien tout à fait, Jean-François, entre ce que j'étais en train de dire du désaccord et ce que tu dis. Ton succès, il n'est pas immédiat. Vous faites des trucs compliqués, dans le succès, il n'est pas immédiat. Il y a des petits trucs machin, là, on peut dire oui, mais etc. Quand tu fais 18 mois de salaire d'un seul coup, d'un seul, là,
uniquement pour ça, mais j'ai 4, je ne vais pas vous embêter, j'ai 4 exemples comme ça. Non, mais en fait, c'est juste que je ne comprends pas le lien que tu fais entre le désaccord dont je suis en train de parler. Il n'y a pas de désaccord, mais tu n'as pas de désaccord quand tout le monde dit donc, comme ça. S'il n'y a pas de désaccord, là, c'est facile. Bien sûr, quand ta décision est collective, tu as forcément un succès. Tu annules dans tout ton raisonnement que le succès n'est pas immédiat, ou qu'il n'y a pas des éléments de succès sur lesquels on peut s'appuyer. Alors là où je peux me mettre en porte-à-faux par rapport à ce que tu dis, Jean-François, c'est que là, tu le dis a posteriori. Là, tu réfléchis après coup. Mais au moment où vous prenez la décision, bien sûr, remets-toi dans la situation. Au moment où tu prends la décision de dire, OK, on va faire 10%, tu ne sais pas ce que ça va produire. Tu ne sais pas. Attends, mais tu as raison. Le bon sens m'a poussé à dire aux gens, une prime, c'est un os qu'on donne à un chien. Si j'avais fait un groupe de travail avec des cadres en disant, en logique, hein, on va supprimer les primes. Même moi, je n'aurais jamais pensé que la gouvernance monterait de 30%. Jamais. Tu sais pourquoi les gouvernances sont montées de 30%? Parce qu'avant, les gens, hein, ils n'avaient pas le droit d'aller voir les compteurs. Ils comptaient dans leur tête pour ne pas dépasser le quota. Et quand ils oubliaient de compter, ils mettaient une machine en panne. Et ils étaient épuisés de compter. Le seul fait de dire aux ouvriers, on ne compte plus, d'accord? Ils avaient un geste physiologique de moins de fatigue qui était 30% plus élevé. Deuxième règle du Kaizen. La première règle du Kaizen, c'est celui qui fait qui sait. La deuxième, c'est le confort et productif. Fous la paix aux gens, ils travailleront confortablement. C'était impensable. Je pense qu'effectivement, tu as un bon sens que tout le monde n'a pas forcément pour prendre ce type de décision. Et derrière. Alors, attends. Fusiller les patrons. Tu as aussi une aura. Bon sens. Arrêtez d'avoir des patrons logiques. Tu as aussi une aura. C'est la tête qu'il faut couper. Les gens vont suivre. Mais je vous aime, hein. Alors en fait, moi, si j'analyse ce que tu viens de me dire, c'est qu'au début, vous avez exploré ensemble de comment on pouvait gérer les primes. Donc pour moi, ça se situe ici. Ensuite, tu as pris la décision, parce que c'est toi qui as décidé, que dire OK, on va essayer. Parce qu'en fait, tu ne sais pas si ça va marcher. Eux non plus d'ailleurs. Non, c'est pas on va essayer, on fait. Donc vous avez décidé. J'aimerais illustrer par rapport à notre propos. Donc, tu as pris la décision. Là-dessus, vous avez expérimenté pendant un petit moment. Vous vous êtes mis en action. D'ailleurs, ça a changé leur mode d'interaction. Ils ont fait différemment. Donc, on voit bien qu'ils se sont adaptés. À partir de là, il y a eu un feedback. 18 mois de salaire. Ah bah oui, c'est observable. Et donc, vous vous êtes adapté, en fait. Naturellement, je ne sais pas comment vous avez fait, mais en tout cas… Mais pourquoi tu compliques les choses? J'avais dit Jean-François, il est très bon. Rien, je te donne l'analyse de ce que tu as vécu par rapport à ce prisme-là. Je ne dis pas que c'est le réel, je dis c'est comme ça que moi je l'interprète avec mon regard. Et bravo, en fait. Parce que ça, pour arriver à ça dans une équipe qui fonctionne de manière traditionnelle, ça me prend entre 6 mois et 7 ans. Non, une journée tous ensemble, une journée. Tu es dans tes évidences, Jean-François. Il faut un patron qui soit capable de monter sur le tonneau, ou qui soit un tribun. Il faut un patron qui soit capable de ça, qui ait les couilles de le faire. Je t'assure, c'est pas suffisant. C'est tout. C'est pas suffisant. Tout ça. Je t'assure que c'est pas suffisant. Je pense que certains patrons, Jean-François, certains patrons sont capables, d'autres ne peuvent pas forcément. Parce que son enfant est malade et qu'on la sanctionne. Je le dis toute l'usine, vous n'êtes pas payé pour un horaire, vous êtes payé pour l'amour d'un client. Si le client nous aime, on reste dans le village. Et on a décidé de mettre le Telex au milieu des machines et que chaque jour, les ouvriers regarderaient ce qu'il y a à faire et décideraient eux-mêmes de leurs horaires. Je ne sais pas à quoi tu réagis. Alexandre, tu nous l'as énervé pour le timing. Mais non, mais en fait, ça m'intéresse, moi, ça m'intéresse. Magali, je t'aime. Moi aussi, Jean-François. En fait, je ne sais pas dire. En fait, là, je réagis au pif parce que je ne sais pas à quoi tu réagis, Jean-François. Je sais que tu réagis, je vois que tu parles avec beaucoup de passion autant que moi, mais du coup, j'ai du mal à interagir parce que je ne sais pas à quoi. Qu'est-ce qui t'a heurté dans ce que je pense que vous êtes dans des modèles de management un peu différents aussi. C'est-à-dire que Jean-François, tout le monde n'est pas capable de décider de la manière de Jean-François en montant sur une palette et en disant on va faire ça. La différence, c'est que moi j'ai fait, alors vous réfléchissez. Oui, bien sûr, mais tout le monde, justement, Jean-François, tout le monde n'a pas fait. Hein. Le modèle aussi d'Alexandre permet à des gens qui n'ont pas forcément fait comme toi peut-être de comprendre mieux comment ils peuvent faire. Après, il faut passer à l'opérationnel et je suis très, très d'accord. Hein. Au final, je n'aurais pas su… ça m'aurait intéressé un jour de savoir ce qui t'a fait réagir, Jean-François. Je ne sais pas ce qui te met en écart par rapport à ce que je suis en train de dire. Appelez-vous derrière, ça vaut le coup. Est-ce qu'il n'est pas juste question de la typologie de problématiques qu'on a en face de nous? Je vous donne un exemple tout bête. Jean-François mentionne les primes. Le fonctionnement des primes. Si on met en parallèle de ça une question, par exemple, sur la redéfinition du modèle économique d'une boîte, ça va être vachement plus compliqué à remettre à plat et de remettre tout le monde sur cette ligne-là. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué de mettre des primes en cohérence, mais moi, je vois l'utilité de l'outil là plutôt sous un prisme
tu t'as introduit en expliquant qu'il fallait bien détacher ou distinguer en tout cas ce qui est compliqué, ce qui est complexe. Quand on attaque des sujets qui sont peut-être un peu plus simples, un peu plus directs, comme une décision sur des primes collectives, on est peut-être moins dans la complexité, on a peut-être moins besoin de ces outils-là. Enfin, de ce que j'ai entendu, de ce que dit Jean-François, pour moi, naturellement, il a mis en œuvre ce truc-là, parce que c'est du bon sens, en fait. Et c'était quand même complexe, suffisamment. C'est pas le même niveau de complexité que ce que tu présentes. Je trouve que l'exemple est intéressant. Mais au moment où il décide, alors il le fait avec ses tripes, de ce que je comprends, en fait, il ne sait pas ce que ça va produire. Ça aurait pu être catastrophique. Non. Ça aurait pu être catastrophique. Bien sûr. Ça aurait pu planter la boîte. Bien sûr. Tu vois? Donc, tu ne sais pas. Bien sûr. Donc, comme il y a de l'incertitude, c'était une décision complexe. Oui, mais excuse-moi, il y en a un qui travaille avec sa tête et l'autre avec ses tripes. C'est la différence. Voilà. C'est pour ça que... Voilà. Moi, je suis cerveau reptilien. Je vous laisse vos jugements pour vous sur ce qui me concerne. Mais du cerveau frontal, toi, le cerveau de la réflexion. Le cerveau reptilien, c'est l'instinct de conservation. C'est la bonne décision pour ne pas mourir. Jean-François, tout ça, c'est de la post-rationalisation. C'est de la post-rationalisation. J'ai d'abord vécu ça pendant 15 ans avant de le mettre en forme. Je l'ai vécu avant d'en parler. Comme toi, tu l'as vécu avant d'en parler. Voilà, c'est tout. Donc, je ne suis pas un scientifique, moi. Je ne suis pas dans un labo. Je suis entrepreneur depuis 25 ans. Attends, je critique pas ta démarche. Tu t'adaptes au merdier qu'a les entreprises pour faire évoluer le merdier. Moi, j'élimine le merdier. C'est vrai que c'est une autre approche. Mais bon, bref, on pourra en parler si tu veux ensemble. Je serais vraiment ravi d'avoir ça. d'entendre les deux côtés. Je continue parce que sinon, tu n'auras jamais fini, Alexandre. C'est ça. Donc, je vous ai parlé, j'ai voulu juste vous illustrer, parce qu'à ce stade, on est plutôt dans l'illustration. Par exemple, sur une des cartes mentales, un des modèles mentaux qui est la question du désaccord, comme quoi le désaccord change quand on est dans un monde compliqué et complexe. Il y en a plein d'autres, la notion de stratégie, d'erreur, d'échec, de temps, etc. Donc là, c'était le côté gauche, on était ici. Là, j'aimerais vous montrer juste un petit truc au côté droit. Donc, au côté droit, au côté gauche, au côté de l'action. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on utilise globalement, majoritairement, sauf chez Jean-François, je préfère le dire maintenant, majoritairement 5 modes d'interaction. Le premier bien connu, c'est la présentation. Globalement, c'est le top-down. Le chef parle, tout le monde écoute. On a un deuxième mode de fonctionnement qui est l'inverse, c'est le reporting, c'est-à-dire que le collaborateur parle et le boss juge. On a un troisième qui est la réunion managée. Globalement, c'est la réunion pour le manager. Le manager distribue la parole, etc., parce qu'il veut avoir ce dont il a besoin. Je suis toujours dans la caricature. Mais il y a un peu de vrai dans mes caricatures. Il y a le brainstorm, dans le meilleur des cas. On va générer des idées, mais ça, c'est vraiment quand c'est le jour de fête. Et il y a la discussion. On se met autour d'une table, on parle, et à la fin, il se passe des trucs ou pas. Voilà. Ça, c'est les 5 trucs qui sont les 5 modes d'interaction qui sont les plus utilisés à 99% dans les organisations. En pratique, il en existe plus de 50 autres possibles. Et quand je dis plus de 50, c'est pour les plus accessibles. Vous pouvez aller bien au-delà, mais qui sont beaucoup plus sophistiqués. Il y en a plus de 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise 10% de façon d'interagir collectivement dans une réunion par rapport à ce qui est possible de faire. On peut avoir des conversations, on peut demander de l'aide. Enfin, il y a plein de choses, je pourrais rentrer dans le détail. Mais pour vous dire la pauvreté de la nature des interactions, c'est comme si on avait un 2 sur 20 en maths. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce n'était pas nécessaire d'en avoir plus dans le monde compliqué. Dans le monde compliqué, ce qu'on veut, c'est se synchroniser pour respecter les process. La plupart des informations sont dans les process. La plupart des décisions sont dans les process, dans les logiciels. Donc, il n'y a pas tant besoin de ça que d'échanger. Ce qu'on a besoin, surtout, c'est de piloter, de suivre. Et pour ça, ces 5 modes d'interaction sont suffisants. C'est même optimal. On a réduit à 5 modes d'interaction le pilotage des organisations. Compliqué. Quand on arrive dans le monde complexe, reporter, c'est que des mauvaises nouvelles. Présenter généralement des visions, des choses comme ça, c'est assez fragile par rapport au monde qui change. Faire un brainstorm, ça peut être utile. Les réunions managées, c'est pas très favorable à l'intelligence collective. Et la discussion, on a tous été dans des repas de famille ou au bar, ça a ses limites. Il y en a 50 autres possibles. Et donc, j'ai envie de vous proposer quelques modes d'interaction différents, au niveau personnel, pas au niveau collectif. Le premier que je vous propose, c'est celui-ci. Ça, c'est des phrases que je vous recommande de changer. Vraiment, essayez. Essayez-le vraiment au quotidien et voyez ce que ça produit en termes de changement de représentation. C'est le « comment je peux t'aider ».
Ça, en bon manager, hein, comment je peux t'aider, c'est quand même une phrase quand même hyper importante. Je vous conseille juste même un mois, essayez juste un mois. Même une semaine, vous voyez. Là, je vous pousse à faire juste une petite expérimentation. Remplacez-le par celle-là. De quoi as-tu besoin? Je ne vais pas vous dire les bénéfices de ça, parce qu'en fait, ça dépend des gens, mais je vous invite vraiment à expérimenter. Je vous en propose une deuxième. On est tous d'accord. Cette fameuse phrase de fin de réunion. Je vous propose une autre question qui est celle-là. Est-ce que tu vois une raison qui nous ferait régresser? Qui n'est pas la même. Hein. Je ne te demande pas si tu es d'accord. Je te demande si tu vois une raison qui nous ferait régresser. Et je vous en propose un troisième. Oui, non, vrai, faux, raison, tort. Enfin, dès que vous sentez, là, vous savez, la discussion qui se durcit, là, ça, on la sent vite arriver. Je vous propose une autre manière d'interagir qui serait celle-là. Moi, j'y crois à X%. Moi, j'ai confiance dans ce que je suis en train de dire ou de ce que tu es en train de dire à 3 sur 10, à 30%. Hein. De commencer à mettre de la nuance plutôt qu'on est 0-100. Parce qu'il n'y a pas de binaire dans l'incertitude puisqu'on ne sait pas, par nature. Ça vaut plus le coup de parler de pourcentage. Je vous propose d'essayer ne serait-ce qu'un de ces trois-là, celui que vous vous sentez d'essayer, et de voir ce que ça donne. On aura peut-être l'occasion d'en rééchanger. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks et de vos apprentissages autour de ça, autour de ces trois-là. C'est passionnant, tu devrais nous mettre les 50. Voilà, en fait, les 50, ce sont des interactions collectives. Comme ça, celles-ci, elles sont au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est assez passionnant, c'est très bien. Il y en a un certain nombre. Si vous voulez aller plus loin, je sors un livre le 24 avril sur ce sujet-là, qui va s'appeler « Danser avec le chaos », où j'explique en détail et avec plus de nuances ce que je viens de vous raconter là. Si vous ne voulez pas attendre le 24 avril, ce que je pourrais comprendre, très sincèrement, moi-même, je ne peux pas attendre. Je peux vous proposer d'aller vous former. Là, je fais un peu de pub. Hein. J'ai un certain nombre de formations sur ce sujet-là. Vous pouvez vous former soit au leadership, développer votre propre leadership, c'est-à-dire la boucle OEDA, avec tous les petits outils dont je vous ai donnés, mais il y en a plein d'autres. Soit vous formez ce que j'appelle le leadership émergent, c'est comment vous pouvez créer un contexte dans lequel les autres peuvent faire le cycle OEDA et peuvent eux-mêmes exprimer leur propre leadership, et donc favoriser le partage, l'exploration, etc. Vous pouvez même devenir mentor. On en a un parmi nous. Là, il y a Cyril qui est mentor de Emerge. Et c'est-à-dire de créer l'environnement, d'être capable de mettre en œuvre les 6 principes, d'analyser la situation du client, lui donner les prochaines étapes et le faire évoluer dans cette dynamique. Comment vous pouvez accompagner un client à mettre en œuvre cette dynamique-là à son échelle. C'est important de bien voir, et c'est pour ça que c'est une dynamique, ce n'est pas un modèle. C'est que tous les clients ont des cultures différentes, des objectifs différents, des contraintes différentes, des talents différents. Donc, de dire qu'il existerait une seule méthode pour s'adapter, pour moi, ce n'est pas juste. En fait, chacun a sa manière de s'adapter. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir la découvrir. La bonne nouvelle, c'est que justement, je pense que Emerge, en tout cas jusqu'à maintenant, m'a rendu bien des services, est une sacrée boussole pour savoir quelle est la prochaine étape pour découvrir notre meilleure façon de s'adapter nous-mêmes. Qu'est-ce qui marche pour nous, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi la prochaine étape qu'on pourrait expérimenter, etc., jusqu'à un moment où on trouve son modèle. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est jamais fini, parce qu'en fait, le monde continue à être plein d'incertitudes. Mais une fois que l'équipe a pris l'habitude de faire ce cycle-là, en fait, c'est un cycle continu. Hein. C'est un peu le PDCA du monde compliqué. Voilà, si vous voulez mes coordonnées, les voilà. alexandre.emerge.world. Là, c'est une vieille photo que vous voyez de moi, tu vois, vous voyez que mes cheveux ont un peu poussé. Le confinement n'a pas aidé. Et cette photo, je dois bien me l'avouer, est un peu plus... Voilà, elle date déjà depuis quelques années. Et tu n'es pas sur LinkedIn? Si, Alexandre Boyer. Je ne t'ai pas trouvé. Tu tomberas peut-être au nom de Spindle si tu cherches la société, mais si tu cherches mon nom et mon prénom, normalement, tu tombes sur moi. Ou alors, ça veut dire que la photo a encore plus changé. Non, c'est la même que celle-ci. Pour ma part, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous présenter tout ça. Et j'espère que ça vous a intéressé. Oui, merci beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ce que je ne trouve pas facile, c'est qu'il y a… C'est pas complexe, mais c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup de notions à intégrer. C'est-à-dire que
Donc, de toute façon, je reprendrai tout ça parce que je trouve qu'il y a vraiment pas mal de notions qui sont vraiment intéressantes. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à en faire l'intégrer émotionnellement. Or, pour pouvoir agir, j'ai besoin de pouvoir intégrer émotionnellement les choses de manière à ce que ça soit instantanément naturel. Voilà. Mais je trouve que le modèle est intéressant, vraiment. Et super bien argumenté et aussi apporté par toi. On sent que tu as vécu le truc, quoi. Donc, c'est d'autant plus fort. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des réactions, des envies, des questions, des réactions, tous? Moi, je trouve que c'est un outil compliqué dans une société compliquée. Et vous savez ce que disait Seriax, compliqué, c'est un bowling complexe, un plat de spaghetti. Et je pense que les trucs de bon sens, c'est parfait dans un monde complexe. Et je pense que ce qu'on a fait, nous, à FAVI, c'est face à un monde qui est complexe, qui n'est pas compliqué, en fait, bien complexe, le monde. Hein. Mais il faut du bon sens. Face au compliqué, il faut de la logique. Et Alexandre, c'est parfaitement adapté à la logique. Donc, c'est bien. D'autres réactions? Oui, moi je veux bien. Alors je te rejoins Emmanuel sur le fait ou même Jean-François qu'effectivement pour moi c'est pareil, j'ai besoin d'un peu de temps pour vraiment réfléchir à chaque mot et faire le lien avec les réalités que je peux vivre. Ce qui intuitivement comme ça me gêne un petit peu, enfin en tout cas me manque, voilà, je vais plutôt dire comme ça, c'est que je trouve que c'est très cortex gauche, c'est-à-dire très je raisonne, je mesure, je calcule, je diagnostique, je décortique, etc. Et ce qui me manque un peu, c'est peut-être en lien avec ce que disait Jean-François, le côté un peu limbique droit, c'est-à-dire le côté plus intuitif, plus tourné autour des acteurs, sur la question des relations entre les gens, sur le côté un peu plus sensitif, parce qu'en fait, parler de décider, on sait aussi que les décisions, elles se prennent souvent aussi par rapport à ce qu'on sur un champ un peu irrationnel et même parfois surtout inconscient en fait. Voilà, c'est un peu cet aspect-là qui me manque là, mais bon, voilà. En même temps, j'ai compris qu'on allait vite et peut-être que tu as. Ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas en œuvre, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être cette dimension-là qui me manque un peu. La partie ici, Magali, la partie simple, moi, que je retiens et que je trouve vraiment, moi, ce que je retiens le plus fort pour l'instant, c'est les 6 pétales extérieurs, qui sont finalement des manières d'aborder la pensée dans l'entreprise. Raisonner par hypothèse, décider à partir de la raison d'être, favoriser l'expérimentation, comment je collecte les feedbacks activement, adapter l'environnement au principe, encourager le partage des écarts. Je trouve qu'en travaillant ça, je pense qu'on a pas mal le reste, quoi, parce qu'on a collectivement on avance. Mais bon, le modèle est intéressant, il est un peu compliqué, mais très intéressant à observer. D'autres réactions? Alors moi, je voulais poser une question à Alexandre, que je remercie de cette modélisation qui est très intéressante. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'appliquer dans des PME? Alors, je l'ai appliqué à différents niveaux, à des niveaux de 10 personnes, et là, je suis allé jusqu'à 5000. C'est le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant. Enfin, que j'ai fait. J'ai accompagné, parce que ce n'est pas moi qui fais. Dans les petites structures, sous combien de temps en combien de temps tu as déroulé Ça c'est la question qui n'est pas simple, parce qu'en fait, ça dépend vraiment d'où part l'équipe, et ça dépend aussi de quelle est sa réalité. En fait, quand on déploie chez un client, si je dois prendre les aspects techniques du mentor, en fait, on apprend à s'adapter en s'adaptant. Là, ça paraît très intellectuel, effectivement, parce que c'est une modélisation. Je montre comment fonctionne l'adaptation. Mais dans la pratique, on prend un problème du client sur lequel il n'arrive pas à s'adapter et on l'accompagne dessus. Donc, en fonction de la nature de son problème, d'où il part, du niveau de subordination ou d'obéissance qu'il y a dans l'équipe, voilà, en fonction de tous ces paramètres-là, c'est plus ou moins long. Puis en fonction du patron. Clairement, c'est un enjeu clé. Mais ça peut, dans les équipes qui ont le plus vite marché, que j'ai pu accompagner, qui sont vraiment investis dans la démarche, ça a pris 3 mois pour commencer à avoir des résultats assez impressionnants. Mais déjà, rien qu'en changeant les modes d'interaction, tu vois, tu passes, c'est une question que je pose souvent, vous connaissez souvent la réunion de codir qu'on a le lundi matin, là, tous les codirs, ils ont une réunion de lundi matin qui dure entre 2-3 heures. À votre avis, en moyenne, quel est le temps utile pour chacun d'entre eux? Je les interroge systématiquement, c'est une étude que je traîne depuis un petit moment. 15 minutes?
Exactement, 15 minutes. Plus ou moins 5 minutes. Sur 3 heures d'interaction, il y a 15 minutes d'utile. Et il continue à subir ça depuis 25 ans de carrière. C'est quelque chose qu'on ne remet pas en cause, en fait. Ça fait partie de la vie. Ouais, il y a des choses comme ça qu'on est obligé de subir. Déjà, rien qu'en mettant des modes d'interaction un peu plus utiles, on a déjà des résultats assez vite qui créent la confiance avec l'équipe, qui créent la motivation à vouloir continuer à s'adapter. Donc, on commence généralement par mais ça dépend vraiment des cas. J'aime bien, moi, en tout cas, dans ma pratique, commencer par changer les modes d'interaction parce que c'est un début d'adaptation qui va ensuite changer les manières de voir, etc. Mais il y a plein de manières d'opérer. Parfois, il faut remettre de la clarté sur la raison d'être parce que c'est un point de départ. Parfois, il faut pouvoir mettre sur la table parce qu'ils en ont gros sur la patate. Tout dépend de là où en est l'équipe, en fait. L'équipe ou l'organisation. C'est juste 2 échelles différentes, mais c'est les mêmes mécaniques. Voilà. Le plus rapidement que j'ai pu trouver, c'est 3 mois. D'accord. Donc, tu me rassures sur la capacité du dispositif à répondre au temps de la PME, qui a un temps très contraint, où on rencontre des personnes qui n'ont pas tellement le temps de se poser sur la théorie, mais qui ont besoin surtout de mettre en pratique. Mais je ne leur raconte pas ça tout de suite. Très clairement, donc, ça, c'est un outil pour le manager, c'est un outil pour le mentor. Mais quand je démarche un client, si je lui montre ça, il a la réaction que vous avez eue. Il me dit, mais attends, c'est quoi ton truc là? C'est très cérébral. Moi, je ne leur montre pas. C'est un outil dont moi, je me sers pour les accompagner. Et à un moment, quand ils ont commencé à vivre cette boucle-là, et donc on a des points de référence en commun, parce que je leur ai fait vivre, là, je leur montre pour les mettre en autonomie, pour qu'ils puissent continuer sans moi. Mais je ne commence jamais par leur montrer ça. Enfin, c'est très rare que je montre. Sauf pour les plus cérébraux, sauf pour ceux qui ont besoin d'être assurés par de l'intellect, mais c'est rare. Je ne montre pas ça souvent. Ça doit rassurer un petit peu Jean-François, je pense. Du coup, ça me fait penser, si je peux me permettre, je ne sais pas si tout le monde a pu s'exprimer. Non, mais je ne sais pas si tout le monde a pu s'exprimer sur le tour. S'il y avait d'autres questions ou réactions, moi je suis preneur de tout. Tous les feedbacks, je prends. Vraiment, allez-y. Oui, moi, en fait, c'est le fait que, je crois, tu vois, depuis tout à l'heure, je me dis, il y a un truc qui me titille. Bon, je crois que c'est le fait qu'on est dans une approche très, je m'adapte par rapport à un besoin dans un champ contraint. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que je ne retrouve pas le fait que la logique, si tu veux, de plaisir, d'envie, où à un moment donné, on peut aussi changer ou aller explorer dans des environnements nouveaux, aussi par envie, tu vois, parce qu'on peut être curieux, qu'on peut avoir un tempérament plutôt de défricheur, ou parce qu'on a une vision, un idéal, et donc on va aller vers ça sans pour autant, tu vois, être dans cette nécessité de changer par la contrainte, quoi. Voilà. De quelle contrainte tu parles? Parce qu'en fait, je n'ai pas parlé de contrainte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais tu parlais en fait il y a une nécessité à changer parce qu'on mesure un écart entre une situation projetée qu'on souhaite atteindre et la situation aujourd'hui. Et je me dis que parfois, c'est beaucoup moins clair et pour autant, même sans faire la mesure de l'écart de manière très formelle, etc., on peut pour autant quand même aller vers… on peut avoir quelque chose qui nous pousse, si tu veux, à l'intérieur de nous, qui fait qu'à un moment donné, on va vers le mouvement. Voilà, je pense qu'on peut se mettre en mouvement sans pour autant être dans une nécessité de mesurer des écarts. Voilà. Alors, en fait, ça y est, maintenant, j'ai compris ce que tu voulais dire tout à l'heure. Enfin, je pense avoir mieux saisi ce que tu voulais dire tout à l'heure avec cette réaction-là. Je te remercie. En fait, ce que j'appelle derrière écart, ce n'est pas forcément mesurable et ce n'est pas forcément intellectuel. Ça peut être émotionnel. J'en ai marre de cette situation. Par exemple, j'ai eu un cas dernièrement où j'avais une équipe qui en avait plein le dos. Ils étaient tout le temps en train de chercher le consensus. Et ils n'en parlaient pas, parce que c'était une pratique qu'ils avaient. Mais en fait, ça pesait à tout le monde parce qu'ils discutaient pendant des heures et ça n'avançait pas. À un moment, il y en a un qui l'a mis sur la table en disant « Mais moi, on parle pendant des heures, mais en fait… voilà, bref, il y en a un qui l'a mis sur la table. Ça vient de ses tripes, ça ne vient pas de sa tête. Il ne savait même pas que c'était le consensus. Il dit « Moi, j'en ai marre de ces réunions. » Tu vois, ça vient des tripes. C'est un écart, peu importe, en fait, que ça soit intellectuel ou pas. Tu vois ?
Ça peut être l'inverse par rapport à l'exemple que tu donnes. Tu dis, moi, ça me titille, j'ai vraiment envie de découvrir ce truc-là. Je sais pas, tiens, Immerge, c'est un truc qui me stimule, comme je peux le constater. C'est un truc qui me stimule à mort, ça me motive. C'est un écart entre ce que tu vis, le fait que tu l'explores pas, et le fait que dans ta tête, tu as envie de l'explorer. Et donc, tu vas faire des… Voilà. Donc, en fait, derrière écart, c'est pas un écart intellectuel. D'ailleurs, c'est qu'une partie de la réalité, ça. C'est écart émotionnel, c'est écart relationnel. Enfin, c'est beaucoup plus riche, le concept d'écart, que quelque chose de très analytique. C'est présenté de manière très analytique, mais dans l'accompagnement, ça y paraît beaucoup moins. Hein. Parce qu'au final, on traite de l'humain, hein, au final. Oui, on est bien d'accord. Je pense pas des machines. Moi, j'ai une dimension forte sur cette question-là. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça me… Si tu veux, dans mesure des écarts, effectivement, on a souvent l'impression qu'on se parle de tabord, de chiffrage. Moi, je ne mesure pas les écarts. Hein. Je ne les mesure pas, je les partage. Et c'est important, c'est-à-dire je les mets sur la table. Et après, on va les explorer ensemble. Et c'est là où on va voir nos affinités, nos croyances, nos peurs. En fait, c'est ça qu'on traite. Ce qu'on traite, c'est de la matière humaine. C'est juste que là, c'est une démarche. Et donc, forcément, elle est structurée. Mais je ne mesure pas des écarts. Ce n'est pas le sujet, en fait, mesurer les écarts. C'est partager les écarts. Ok. Il faut retenir quelque chose. Hein. Dès lors où les écarts ne sont pas que effectivement chiffrables, ça me va bien. Non, moi, je peux te faire un feedback. J'aime assez, je trouve ça très intéressant. Centre un modèle et un métamodèle, donc ce que j'aime beaucoup. Et comme tout modèle ou tout métamodèle, hein, la carte n'est pas le territoire, donc voilà, il faut prendre en tant que tel, c'est s'approcher du territoire. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est on est sur des principes et pas des règles. Donc, ce qui donne un certain degré de liberté et presque d'autonomie ou d'émancipation pour être là-dedans, quoi. Donc, c'est pas des choses rigides. Donc, j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci. J'ai dit. Enfin, merci de vos feedbacks d'ailleurs, hein, je les prends tous. Hein. Feedback is a gift. Pardon? Feedback is a gift, c'est un cadeau. Dernière réaction, on clôt. Le 24 prochain, vous avez noté donc Jean-Michel Keguiner, créateur. Je vous recommande. Regardez là, Jean-Michel, c'est un saint homme. Je le connais depuis toujours. C'est un gars il avait 900 salariés, fournisseurs de premier rang, tous handicapés, fournisseurs de premier rang d'automobile. C'est un gars qui a eu un succès colossal avec une démarche qui est totalement altruiste. Moi, j'ai été machine à faire du fric par le bonheur des autres. D'accord ? J'ai compris ça. Je reviens le jour, mais pour faire du fric. Hein. Lui, c'est pas ça. Il était là pour réinsérer dans la vie que des handicapés. Écoutez-le, c'est un saint homme. 900 salariés.